Bonsoir. Donc, on m'a demandé effectivement de vous parler du sujet de l'écologisme, sur lequel je viens de publier ce modeste essai qui s'appelle L'écologisme, nouveau totalitarisme. C'est une question, je trouve, qui mérite d'être posée, étant donné le succès, on pourrait dire, triomphal de cette idéologie dans les médias depuis maintenant quelques années. Je pense que ce succès ne cesse de se renforcer année après année, mois après mois, et qu'il est aujourd'hui tout à fait légitime de s'intéresser, je dirais, de près à cette idéologie. Alors, j'ai publié ce bouquin il y a, je crois que c'était au début du mois de mai, et j'ai un certain nombre d'amis qui m'ont reproché d'utiliser le terme de totalitarisme, qui se posaient la question de savoir s'il était légitime d'utiliser un terme qui est aussi connoté, je dirais, historiquement, que celui de totalitarisme. Je pense que le motif de cette interrogation ou de ce doute vient de ce que beaucoup de gens assimilent ou font l'amalgame, je dirais, entre le concept de totalitarisme et celui de national-socialisme. Alors, il ne s'agit évidemment pas de prétendre que l'écologisme serait une forme de national-socialisme. Il s'agit de préciser peut-être le sens dans lequel je m'interroge, et je soutiens en effet que l'écologisme serait un totalitarisme. Alors, je pense qu'il y a trois considérations que l'on peut faire et qui permettent effectivement d'aboutir à cette conclusion. Vous me direz naturellement après, parce qu'il y a, je crois, une période de questions, si vous partagez effectivement cette analyse. L'écologisme se définit selon moi comme idéologie totalitaire, d'abord et avant tout par sa prétention à instaurer un contrôle total sur l'activité humaine. Alors, c'est la définition du totalitarisme en général. Si on regarde les expériences totalitaires du passé, prenons le cas de l'URSS, il y avait des velléités, je dirais, de l'État soviétique de contrôler l'activité de l'homme dans chacun de ses aspects. D'abord dans le registre économique et ensuite par voie de, je dirais, de conséquence dans l'ensemble des aspects de la vie de l'individu. Et si on prend d'autres expériences totalitaire, on fait le même genre de constat. La spécificité, selon moi, de l'écologisme, c'est que via la théorie du CO2, c'est-à-dire que l'idée que l'homme, par sa production de CO2, aboutit à créer, je dirais, un réchauffement qui menace finalement la survie de l'humanité, par le détour de cette théorie, on en vient à légitimer une forme de bornage ou de contrôle de l'activité humaine dans chacune de ses composantes. Il ne s'agit plus simplement de contrôler l'aspect économique de l'activité de l'homme, il ne s'agit plus de contrôler tel ou tel aspect, je dirais, ponctuel ou local de l'activité de l'homme, il s'agit véritablement de borner, de regarder, de contrôler et de brider, je dirais, la liberté de l'homme dans l'intégralité de son agir. Pourquoi ? Eh bien, d'une manière parfaitement cohérente avec le cœur, je dirais, de l'idéologie écologiste, puisque l'homme, dans chacune de ses activités, émet du CO2. Et il suffit d'ouvrir un journal de nos jours, il suffit, je dirais, d'ouvrir une publication académique pour voir qu'effectivement, il n'est plus aucune activité de l'homme qui échappe à la prétention écologiste de la brider. On peut prendre quelques exemples. Le transport. Nous avons tous, je pense qu'il n'y a personne ici qui a 10 ou 15 ans, donc nous avons tous connu l'époque où le fait de se déplacer n'était pas considéré comme problématique. Aujourd'hui, quand on ouvre un journal, quand on ouvre une publication académique, on constate que le fait de prendre l'avion, qui était plutôt considéré normal, de sympathique, plutôt un progrès de l'humanité, est aujourd'hui envisagé comme problématique. Les Suédois ont développé un concept pour décrire cette problématisation de l'avion, et c'est le concept de Flixcam. C'est-à-dire que les Suédois, ils sont souvent en pointe sur ce genre d'idéologie, les Suédois veulent donner la honte à ceux qui prennent l'avion sans motif valable. Et donc, voyons tout de même simplement sur cette question de l'avion ce que cela signifie. Cela signifie que si l'on met en pratique et qu'on respecte l'idéologie écologiste, on ne peut plus se
déplacer que si l'on peut justifier par rapport à l'organe central de contrôle, donc par rapport à l'État, d'un motif valable de le faire. Ne voit-on pas que, en acceptant ce genre de censure et de contrôle, on change évidemment des modèles de société? Parce que naturellement, les écologistes ne veulent pas s'arrêter à l'avion. Ils veulent également se soumettre la voiture dans l'optique écologiste cohérente, donc c'est-à-dire dans la théorie écologiste. Le fait de prendre sa voiture pour se déplacer est problématique, parce que la voiture est un instrument d'émission de CO2. Et donc si l'on applique de façon cohérente, et sans qu'il soit besoin de la caricaturer, je ne fais aucune caricature, tout ce que je vous dis se retrouve effectivement dans la presse et jusque dans les revues académiques, si l'on applique la théorie écologiste, le fait de prendre sa voiture sans motif valable est quelque chose qui doit être banni. Un autre exemple, c'est la consommation de viande. Pour la génération de mes grands-parents, le fait de consommer de la viande était quelque chose, c'était une bonne nouvelle, ça n'allait pas de soi. Les gens qui ont connu la guerre savent que lorsqu'on se rationner dans sa consommation de viande, on en vient à manquer d'un certain nombre de choses fondamentales pour nos organismes, et donc la consommation de viande était considérée comme étant un progrès collectif, un progrès de l'humanité. Bien. Du point de vue écologiste, c'est exactement le contraire. Du point de vue écologiste, à partir du moment où l'élevage de bétail génère beaucoup de CO2, eh bien la consommation de viande devient quelque chose de problématique. Vous avez ici, en France, comme toujours, un certain nombre d'organismes financés par l'État et qui sont tout à fait en pointe sur ces questions. Vous avez un organisme en France qui s'appelle Novetic. Novetic, dans un pays comme les États-Unis, ce serait une espèce d'association privée, locale, pour extrémistes. Ici, c'est un organisme qui dépend fondamentalement, et en dernière analyse, je crois que c'est de la Caisse des dépôts, donc du denier public. Eh bien, Novetic a publié, je ne sais pas si vous avez vu cette petite animation graphique, dans laquelle elle considérait qu'effectivement, il fallait rationner, au sens où pendant la Deuxième Guerre mondiale, on rationnait la consommation de viande de tous les Français. C'est-à-dire leur permettre, vous permettre, nous permettre de consommer un certain grammage de viande hebdomadaire et pas davantage. C'est très intéressant cette animation parce que il y a un autre chapitre, et je terminerai avec ça sur ce premier point, il y a un autre chapitre dans cette animation, c'est le lieu de vie. Quand je vous parle de contrôle total, encore une fois, ces velléités de contrôle total ne sont pas une caricature, ce n'est pas un fantasme de mon esprit. Dans cette animation novétique, on explique que pour réduire les émissions de CO2, inévitablement, ça on en revient toujours, enfin il y a toujours un détour dans la théorie écologiste contemporaine par les émissions de CO2, eh bien il ne faut pas permettre aux gens de vivre dans des espaces supérieurs, je ne me souviens honnêtement pas du nombre, mais je crois que c'est 30 mètres carrés par personne. Parce que lorsque nous vivons, pour certains d'entre vous, surtout dans des régions comme celle-ci, dans des villas, eh bien, nous émettons évidemment davantage de CO2 que lorsque nous vivons dans de petits clapiers où nous sommes effectivement cloîtrés dans un métrage beaucoup plus réduit. Donc, ce que veulent ces gens, c'est interdire qu'on puisse vivre dans des surfaces supérieures à celles-là. Ce ne sont pas des conseils, ce ne sont pas des recommandations, ce ne sont plus des idées en l'air, ce ne sont plus des théories fantaisistes, c'est leur projet. Leur projet de société, c'est une abolition intégrale de la liberté, au sens que notre civilisation donne à ce terme depuis les Grecs, depuis 2500 ans, et remplacer ce régime, qui est un régime, en tout cas en partie encore de liberté, par un régime dans lequel un organe de contrôle central dit à chacun la quantité de viande qu'il peut consommer, quand et pourquoi il peut prendre un avion, quand et pourquoi il peut, tant qu'il est légal de posséder une voiture, prendre sa voiture, et dans quelle surface, effectivement, il est fondé à résider. Alors voilà, ça c'est le premier motif par lequel il me semble impossible, en réalité, d'échapper à cette conclusion que l'écologisme définit, je dirais, un projet totalitaire. Ça va, vous me suivez à présent? Oui. Alors, le deuxième considérant qui permet effectivement de problématiser, je dirais, ce rapport de l'écologisme au totalitarisme, oblige à un bref détour historique. Il y a dans toutes les grandes idéologies totalitaires la définition d'un ennemi. C'est ce qu'on pourrait appeler la dimension agonistique
le fait de chercher un antagonisme pour se valoriser soi-même en quelque sorte. On trouve ça on va prendre deux exemples, on trouve ça dans le communisme, dans le marxisme, avec la volonté de définir la bourgeoisie comme étant la classe dont le pouvoir empêche finalement le prolétariat d'exercer son propre pouvoir, et on trouve la même logique, je dirais, antagoniste dans le national-socialisme. Il y a un discours que je vous invite peut-être à lire, qui est assez intéressant de ce point de vue-là, qui est un discours de 1920. 1920, donc 5 ans avant Mein Kampf, qui a été prononcé par Adolf Hitler à Munich, et qui s'appelle Warum sind wir Antisemiten? Pourquoi sommes-nous antisémites? Et dans ce discours fondateur de 1920, Hitler jette les bases, on peut dire, idéologiques du national-socialisme, en montrant comment il articule son socialisme, son racisme, et la nécessité pour faire advenir le socialisme, je dirais, racial, d'expulser l'élément qui lui est étranger, c'est-à-dire le juif. Et donc on trouve effectivement dans le national-socialisme cette dimension agonistique dont je vous parlais. Alors posons-nous la question, quelle est ou quelle serait la catégorie que les écologistes rejettent ou dont ils voudraient nous mettre à distance pour faire triompher effectivement leur idéologie? Il n'y a pas de catégorie. Il n'y a pas de bourgeois chez les écologistes. Ils ne parlent pas des bourgeois, en tout cas dans les mêmes termes haineux qu'on peut trouver dans le marxisme. Il n'y a pas de juifs dans l'idéologie écologiste. C'est que l'ennemi qui est défini par cette idéologie ou par cette théorie, il est en chacun d'entre nous. L'ennemi, quand on lit l'adversaire en tout cas, le problème de notre société, ce ne sont pas les animaux, ce ne sont pas les bourgeois, ce ne sont pas les juifs, ce ne sont pas les végétaux, c'est nous, c'est l'homme. Lorsque l'on reprend l'énumération par laquelle j'ai commencé ce bref exposé, on se rend compte qu'à chaque fois, la source du CO2, ce qui fait que la planète dans cette théorie se réchauffe et qui donc menace l'avenir de l'humanité dans son ensemble, c'est l'homme. Et ce n'est que l'homme. En d'autres termes, l'antagonisme, je dirais, de l'écologisme est la définition d'un adversaire qui réside en chacun d'entre nous. L'ennemi, selon l'écologisme, c'est nous. L'ennemi de l'écologisme et l'ennemi, selon l'écologisme, c'est nous. C'est chacun d'entre nous. C'est l'homme dans son humanité même. Donc ça, c'est le deuxième point qui me permet d'aboutir à cette conclusion. Et il y a un troisième point qui, je crois, permet effectivement d'aboutir à cette conclusion, un troisième raisonnement, c'est de dire que j'avais publié un autre essai sur le socialisme. Donc ça s'appelle La passion de l'égalité, essai sur la civilisation socialiste. Et j'avais constaté en reprenant tous les grands auteurs de cette tradition qu'en somme, les grands totalitaires, dans toutes les branches, qu'elles soient de droite, de gauche, ou marxistes ou non, les grands totalitaires ont toujours et tous, sans exception, annoncé les atrocités qu'ils avaient l'intention de commettre. Tous. Je vais donner l'exemple de ce discours d'Hitler dont on ne parle jamais, parce qu'en somme, il montre aussi la lâcheté de nos élites de l'époque, puisqu'à partir du moment où on annonce qu'effectivement le juif, par son existence même, empêche le triomphe du national-socialisme, quelque part, il ne faut pas être un génie pour se rendre compte qu'effectivement les juifs sont menacés dans leur existence même, c'est-à-dire dans leur survie. Et donc cette velléité ou cette capacité d'annoncer les atrocités que l'on a l'intention de commettre se trouve également dans le marxisme. En étudiant tous ces auteurs socialistes, je suis retombé sur un concept, parce que vous savez, dans nos universités francophones, on a toujours cette volonté ou cette capacité de tenter d'exonérer le marxisme comme théorie des crimes du communisme. Revel, Jean-François Revel a consacré toute sa carrière littéraire à dénoncer cette imposture. On nous explique que le communisme a trahi en quelque façon l'idéal marxiste et qu'on ne peut pas imputer au marxisme en tant que théorie les crimes du communisme. Mais rien n'est plus faux. Si vous regardez la théorie Marx, les écrits de Marx, parce que finalement c'est ça qu'il faut commencer par lire, il y a un concept que j'ai exhumé quand j'avais publié cet autre essai, et qui est le concept de Volksrache. Ça s'écrit Volksrache, ça veut dire la vengeance populaire. Marx, dans ses écrits, explique que lorsque la révolution prolétarienne l'aura emporté,
Donc après la Révolution, il dit que la violence est évidemment nécessaire pour s'emparer du pouvoir, pardon. Mais donc après la Révolution, quand le prolétariat l'aura emporté, on pourrait se dire qu'il faut pacifier. Non, non. Marx dit non, il y aura des lynchages. Il dit que c'est normal, puisque la bourgeoisie ayant opprimé, etc. Donc il y aura des lynchages. Et Marx explique qu'il ne faut pas s'opposer à ces lynchages. Au contraire, il faut les encourager et les canaliser à l'avantage du nouveau régime. Donc en d'autres termes, ce que fait Marx avec ce concept de Volksrache, c'est un éloge du lynchage légal. Et ce qu'on a constaté effectivement, c'est que dans la plupart, pas tous, mais dans la plupart des pays où les communistes se sont emparés du pouvoir, ils ont massacré à grande échelle. Ils ont massacré pour s'emparer du pouvoir et ils ont continué à massacrer. Le massacre est devenu la violence, donc la violence politique, un instrument de gouvernement, de gouvernance au sens strict. Donc j'en reviens à mon argument, qui est de dire que les grands totalitaires ont toujours, selon moi, annoncé les atrocités qu'ils avaient l'intention de commettre et qu'ils ont effectivement commises par la suite. Alors vous allez me dire, quel est le rapport avec l'écologisme? L'écologisme, de toute façon, ne s'étant emparé du pouvoir, il y a ma connaissance, nulle part. Ils n'ont pas encore eu l'opportunité de commettre aucune atrocité. Bon, il y a des choses... C'est rare qu'on me demande de parler plus fort, mais je vais faire un effort si vous me le demandez. Oui, d'accord, le micro. Bien, donc, les écologistes n'ont effectivement commis aucune atrocité. On ne peut pas leur imputer des crimes qui n'existent pas. Mais quand vous lisez sous la plume des auteurs écologistes, alors on peut en prendre deux. Un Allemand, probablement le philosophe allemand le plus influent dans ce pays, après 1945, c'est Hans Jonas. Souvent l'extrémisme nous ramène à ce malheureux pays, l'Allemagne. Hans Jonas explique dans ses écrits, et notamment dans deux interviews crépusculaires que j'ai exhumées, une au magazine français Esprit en 91 et l'autre à Der Spiegel en 92. Il explique qu'il faut réduire l'humanité au 10e de son volume actuel. Il faut diviser l'humanité par 10. Parce que les 90%, donc en surplus, nuisent à l'ensemble, à l'environnement, à la planète, à Gaïa, quels que soient les termes que l'on utilise. Quand vous avez un auteur comme Aurélien Barraud, oui. C'est un Français, contemporain, physicien, d'après ce qu'on m'a expliqué, qui tient, mais surtout les médias français, des propos du type il faut abolir la démocratie, il faut abolir la liberté, l'humanité est effectivement trop nombreuse. Cette thématique de l'humanité qui serait trop nombreuse et en excédent, et que donc on doit ramener de 7,5 milliards que nous sommes aujourd'hui à quelques millions, parce que généralement on en arrive à ce genre de chiffres, est une thématique aujourd'hui non pas simplement présente, non pas récurrente, mais dominante dans la théorie écologiste. Alors, mais je vous pose la question, mesdames et messieurs, connaissez-vous aucune autre théorie dans toute l'histoire mondiale des idées qui ait prétendu que l'humanité devait être réduite à 10% de son volume actuel? Je n'en connais personnellement aucune. Connaissez-vous une seule idéologie? Et les nationaux-socialistes voulaient tuer les juifs. Les marxistes voulaient éliminer au besoin, et ils l'ont fait, pensons au régime des Khmers rouges, les intellectuels, les bourgeois, etc. Mais il n'existe aucune idéologie, encore une fois à ma connaissance, qui est revendiquée, parce que c'est une revendication, c'est pas un rêve, c'est pas un songe, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas de la littérature de fiction, c'est un réel projet politique. Les écologistes, qui sont très dominants, notamment dans les lettres, dans les académies et dans les médias européens, revendiquent effectivement ce projet. La réduction de l'humanité à 10% ou moins, si possible, de son volume actuel est en réalité le grand projet écologiste. Alors quand je parle d'annoncer les atrocités que l'on a l'intention de commettre, c'est de ça que je parle. Naturellement, aujourd'hui, ils n'ont pas le pouvoir de réduire l'humanité. Parce que je vous pose la question, on réduit l'humanité comment? Il y a un certain nombre d'auteurs écologistes qui ont répondu à cette question. Il y a un Américain qui s'appelle Paul Ehrlich. Paul Ehrlich, dans un livre qui s'appelle La bombe P, P comme population, qui a été publié dans les années 60, je ne me souviens pas de la date exacte. Il explique que c'est un Américain, hein, donc il parle depuis la Californie, inévitablement, c'est souvent le cas. Il explique que le problème, c'est qu'il y a des populations qui, dit Paul Ehrlich, grand théoricien de l'écologisme contemporain, se reproduisent comme des lapins. C'est l'expression, en réalité, quand même raciste, peut-on dire, qu'il utilise. Et il parle de qui? Il parle des Indiens et des Pakistanais.
Il les mentionne. Et il dit, pour éviter que ces gens ne continuent à se reproduire comme des lapins, il faut les stériliser. Il faut les stériliser de force. Et alors il va plus loin, il explique comment, il dit il faut envoyer des milliers de médecins américains là-bas en Inde pour stériliser tous les hommes. Et si ça ne suffit pas, explique Paul Ehrlich, je ne vous parle pas d'un auteur mineur, je vous parle d'un des auteurs écologistes les plus influents du XXe siècle et qui sont vivants de nos jours. Il explique que si ça ne suffit pas, il faut déverser dans l'eau potable des substances stérilisantes. Alors ça paraît effroyable, ça paraît tout ce qu'on voudra, mais c'est la réalité. Lorsque vous êtes cohérent et que vous prétendez effectivement ramener l'humanité à une fraction infime de ce qu'elle est, eh bien naturellement vous mettez en œuvre des solutions aussi abominables et atroces que celle-là. Donc voilà, par ces trois motifs, il me semble que l'écologisme définit non seulement un projet totalitaire, mais un projet totalitaire plus ambitieux dans ses velléités humanicides qu'aucune autre idéologie finalement dans l'histoire de l'Occident. J'ai encore un peu de temps ? Ouais. Donc voilà, ça ce sont mes trois motifs. Maintenant je vous propose alors, puisque j'ai effectivement encore un peu de temps, de se poser peut-être la question de savoir, parce que moi je parle de ce pourquoi je suis compétent, c'est-à-dire la théorie. Je ne prétends pas, et je l'ai répété à plusieurs reprises, que les écologistes sont aux portes du pouvoir. Je prétends qu'ils sont déjà en grande partie à l'intérieur, derrière les portes du pouvoir. Ils sont en partie, évidemment, au pouvoir. Pourquoi ? Parce que les Français, quand ils votent écologistes, un grand triomphe du parti écologiste en France, c'est 13%. Ça fait encore 87% de Français qui n'ont pas voté pour eux. Dans un pays comme la Belgique, également très écologiste, c'est 12%. Ça fait 88% des gens qui n'ont pas voté pour eux. Au Parlement européen, je crois que les écologistes, à l'heure actuelle, c'est 10%. Donc ils sont au pouvoir. De façon directe, nulle part. Mais nous avons aujourd'hui, en Occident, laissé se développer un certain nombre de cénacles internationaux qui ne sont pas démocratiques et qui imposent une idéologie sans que nous ayons les recours démocratiques aptes à, je dirais, y mettre un terme. Et parmi ces cénacles, nous avons le GIEC, qui est un organisme international qui n'a pas de pouvoir normatif en tant que tel, mais qui émet des recommandations qui, en tant qu'elles sont nimbées de la caution de la science, deviennent quasiment incontestables. Le GIEC est vraiment quelque chose de très intéressant parce que c'est une organisation qu'on vend à nos peuples comme étant scientifique, alors que quand on regarde son organisation, sa composition, ses compétences, son fonctionnement, on montre assez facilement que c'est une organisation qui est en réalité purement politique. Mais nonobstant, comme elle a cette prétention, je dirais, scientifique, les recommandations du type de celles dont je vous donnais tout à l'heure quelques exemples, les recommandations qui émanent du GIEC sont considérées comme étant elles-mêmes scientifiques. Et par conséquent, nous devons, dans notre intérêt, prétendument, donc, les respecter. Un autre exemple, c'est l'Union européenne. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a au sein de l'Union européenne ce qu'on appelle les Green 10, c'est-à-dire les 10 plus grandes ONG environnementalistes du monde, et parmi les plus extrémistes, c'est-à-dire Greenpeace, les Amis de la Terre, etc. Alors les Green 10 sont, d'après les textes de loi européens, associés à l'exercice du pouvoir de la Commission européenne, pour ne rien dire de leur pouvoir évidemment au sein du Parlement européen et du Conseil, etc. Mais donc sont, en vertu des textes de droit européen, directement associés à l'exercice du pouvoir de la Commission européenne. Et sont en échange, si vous voulez, financés par la Commission européenne. Donc vous avez là, si on vous disait que vous avez des ONG catholiques, des ONG pro-capitalistes qui sont associés à l'exercice du pouvoir par la Commission européenne et à leur tour financés par celle-ci, mais ça ne passerait pas. Or qu'il s'agit d'écologie, ou en l'occurrence d'écologisme, effectivement c'est quelque chose qui passe. Alors, pour conclure, le projet donc idéologique de l'écologisme est un projet totalitaire, au sens le plus fort, le plus dur qu'on puisse reconnaître à ce terme. Est-ce qu'il peut l'emporter ? Puisque là, il est déjà associé, je dirais, à l'exercice du pouvoir. Peut-il l'emporter ? Quand on voit l'avachissement de certaines de nos populations en Europe, je pense en particulier aux Allemands, aux Français et aux Belges, on pourrait se dire que oui.
cette idéologie domine si bien la scène universitaire, la scène médiatique, et finalement nos consciences nationales, qu'on est en droit de se poser la question de savoir si effectivement elle ne l'a pas déjà emporté. Très sincèrement, à l'heure actuelle, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que si nous voulons changer le cours des événements, nous devons effectivement opposer à cette idéologie des contre-pouvoirs de manière très je dirais voire très radicale, je parle évidemment sur le plan des idées, et immédiate. Voilà, j'ai terminé.